Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Pourquoi le Concile de Shanghai, en mai 1924, a-t-il changé l'histoire de l'Église en Chine? Nous recevons le père Landry Vedren, doctorant en histoire des relations internationales à l'Institut catholique de Paris, membre du French Taiwan Studies Project à l'EHESS et prêtre des missions étrangères de Paris. Il revient pour notre podcast sur ce moment clé de l'histoire de l'Église en Chine. Entre tensions coloniales et réformes missionnaires, découvrez comment ce concile a redéfini l'évangélisation et permis l'émergence d'une Église au visage chinois. Bonjour Père Landry, je suis ravie de vous accueillir et merci d'avoir accepté l'invitation de la Société d'Histoire. Bonjour, un grand merci de m'avoir convié à ce podcast auquel je suis ravi de participer aujourd'hui. Alors Père Landry, ma première question, le Concile de Shanghai de 1924 est un événement majeur pour l'Église en Chine. Dans quel contexte historique et politique a-t-il été convoqué et quels en étaient les principaux enjeux? Le concile de Shanghai fut convoqué en 1924 dans un contexte de montée du nationalisme en Chine, un contexte de réforme missionnaire aussi initié par le Saint-Siège. En fait, après la Première Guerre mondiale, la Chine, bien qu'alliée des vainqueurs, n'obtint pas la restitution de ses territoires sous domination étrangère, ce qui provoqua une indignation nationale et renforça le sentiment anti-impérialiste des Chinois, notamment après le mouvement du 4 mai 1919. Les puissances occidentales ne reconnaissaient pas encore la République de Chine comme une démocratie moderne de type européen. Dans ce contexte, les missions catholiques, encore largement contrôlées par des congrégations européennes, étaient perçues par les Chinois comme des institutions étrangères associées aux intérêts coloniaux. Au niveau du contexte ecclésiastique, en 1919, le pape Benoît XV avait publié la lettre apostolique Maximum Illud, une lettre apostolique dénonçant l'influence des impérialismes nationaux sur les missions et appelant à une plus grande autonomie du clergé chinois. Ce texte, largement inspiré de l'expérience missionnaire en Chine, marqua le début d'un processus de réforme qui aboutit à l'envoi en Chine d'un délégué apostolique, Monseigneur Celso Costantini, en 1922. Alors, quels étaient les enjeux de ce concile? Le concile de Shanghai que le Saint-Siège voulait pour la Chine visait plusieurs objectifs. Tout d'abord, promouvoir un clergé chinois autonome, avec une formation solide et une réelle participation aux décisions ecclésiales. Promouvoir l'apostolat des laïcs était important aussi pour le Saint-Siège, pour le développement de l'Église en Chine. Promouvoir une Église authentiquement chinoise était une grande volonté de Rome. Et enfin, unifier les pratiques missionnaires des différentes congrégations pour assurer une meilleure cohérence de l'action pastorale. Alors, depuis 1860, l'évangélisation en Chine était fortement influencée par les puissances coloniales, notamment à travers le protectorat français. Alors, comment cela se traduisait-il pour les missionnaires et quels impacts sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine? Merci de poser cette question. En effet, le protectorat français est un point important sur lequel nous devons revenir. Depuis les traités inégaux du 19e siècle, la France, qui n'avait pas reçu les mêmes avantages commerciaux que la Grande-Bretagne, par exemple, s'était arrogé un rôle de protecteur des missions catholiques en Chine. Ce protectorat sur les missions était essentiel pour la France car ce protectorat constituait un instrument d'influence diplomatique et culturelle permettant à la France de compenser son absence de domination économique en Chine. Ce protectorat offrait également un levier d'influence sur le Saint-Siège, renforçant la place de la France comme fille aînée de l'Église. Alors, quelles ont été les conséquences de ce protectorat français sur les missions en Chine? Pour les missionnaires, d'un côté, cette protection permettait de sécuriser les missions et de faciliter leur expansion. Cependant, il y avait des effets négatifs. Tout d'abord, une ingérence politique des autorités françaises dans les affaires ecclésiastiques.
Ensuite, une mauvaise image de l'Église auprès des Chinois qui voyaient en elle un instrument de l'impérialisme occidental. Il y avait aussi un impact sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine. Le Vatican, en effet, cherchait à établir une relation directe avec la République de Chine, née en 1912, sans passer par la France. Cependant, le Saint-Siège ne voulait pas contrarier la France, avec qui les relations diplomatiques avaient été difficiles, même avaient été rompues entre 1904 et 1921. Ainsi, le Saint-Siège se trouva dans une situation très inconfortable entre son désir d'établir des relations diplomatiques avec la République de Chine et sa volonté de ménager ses relations avec la France de la Troisième République. Alors, finalement, en 1922, le Saint-Siège établit ses premiers liens directs avec la République de Chine en envoyant un délégué apostolique, Monseigneur Celso Constantini. Quel était son rôle et quels objectifs lui ont été assignés par le Saint-Siège? En effet, le pape a pu envoyer Monseigneur Celso Constantini comme délégué apostolique en 1922, c'est-à-dire un an après la reprise des relations diplomatiques avec la France de la Troisième République. La France de la Troisième République, bien qu'elle avait rompu ses liens avec le Saint-Siège entre 1904 et 1921, avait continué son protectorat sur les missions en Chine. Alors, quel était le rôle de ce délégué apostolique? Un délégué apostolique est le représentant du Saint-Père auprès des évêques en Chine, auprès de l'Église en Chine. Il n'avait pas un rôle diplomatique, mais un rôle tout spécialement pastoral. Contrairement à un nonce apostolique qui aurait représenté le Saint-Siège sur le plan diplomatique auprès du gouvernement de la République chinoise, le choix d'envoyer un délégué apostolique visait à représenter la papauté auprès des missions. Cette décision permettait non seulement à Monseigneur Celso Costantini d'agir directement auprès des missions et du clergé local, mais aussi de signaler à la France que le Saint-Siège ne remettait pas ouvertement en cause le statut du protectorat français. Le Saint-Siège laissait la France gérer les missions auprès du gouvernement chinois. Alors, quels étaient les principaux objectifs de Monseigneur Celso Constantini? Avant de partir, la feuille de route de Monseigneur Constantini, c'était de mettre en œuvre les réformes de l'apostolat missionnaire, la manière de faire la mission proposée dans la lettre Maximum Illud écrite par le pape Benoît XV. On avait demandé à Celso Constantini d'organiser le plus rapidement, après son arrivée, un concile national pour restructurer les missions et promouvoir un clergé local. Aussi, il devait préparer la nomination d'évêques chinois afin de donner une hiérarchie autochtone à l'Église de Chine. Et bien sûr, l'objectif non déclaré ouvertement, c'était de rompre, in fine, avec le protectorat français en insistant sur l'indépendance de l'Église chinoise. Donc, la mission de Monseigneur Constantini aboutira à la tenue du Concile de Shanghai en mai 1924. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce concile, qui y a participé? Comment a-t-il été organisé? Quels ont été les grands sujets de discussion abordés? Et quelle a été l'ampleur de la valeur synodale de ce concile? Ce concile, c'était le premier concile national chinois. Il concernait toute l'Église nationale chinoise. Les vicaires apostoliques, à l'époque pour la plupart étrangers, occidentaux, étaient convoqués, les représentants des différentes congrégations missionnaires, les supérieurs des instituts missionnaires, pour harmoniser les méthodes d'évangélisation. Il y avait les missionnaires occidentaux, bien sûr, mais aussi les prêtres chinois afin de les impliquer pleinement dans les décisions de l'Église locale. Étaient convoqués aussi des laïcs chinois pour renforcer l'implication du peuple chrétien dans la vie ecclésiale. Il faut aussi noter qu'il y avait la présence des membres du gouvernement de la République de Chine, ce qui soulignait l'importance que les politiques chinois avaient réservée à cet événement.
Quels ont été les sujets abordés? Tout d'abord, il a été question de la formation et de la promotion du clergé chinois avec la nomination d'évêques chinois qui a eu lieu 2 ans après, en 1926. D'autres questions, d'autres sujets ont été abordés, par exemple, un meilleur apprentissage de la langue et de la culture chinois par les missionnaires occidentaux, une unification des méthodes missionnaires et le respect des traditions locales chinoises. Un autre point, c'était de développer l'éducation catholique avec la fondation, par exemple, de l'Université catholique de Pékin à l'issue de ce concile de Shanghai. Le développement de la presse catholique chinoise pour renforcer l'implantation et l'influence du catholicisme en Chine. Et notamment a été abordé le sujet de l'apostolat des laïcs, entre autres sujets qui ont été nombreux pour redonner une forme, un visage beaucoup plus chinois à l'évangélisation en Chine et à l'Église en Chine. L'un des enjeux majeurs du Concile de Shanghai concernait l'indépendance de l'Église en Chine face aux influences étrangères, notamment la question du protectorat français, même si cette question n'a pas été abordée pendant les discussions durant le Concile. Cependant, Monseigneur Celso Constantini il avait reçu l'instruction de ne pas aborder ce sujet. Ces instructions lui venaient directement du Saint-Siège. Le Saint-Siège cherchait à établir des relations directes avec la République de Chine, mais en même temps, je le disais, ne voulait pas heurter la France. L'objectif du Saint-Siège était donc d'affaiblir progressivement l'influence du protectorat français sans provoquer de tensions ouvertes avec le gouvernement de la Troisième République à Paris. Les réformes votées allaient pourtant dans le sens d'une autonomie grandissante de l'Église chinoise, préparant ainsi la fin progressive du protectorat. Vous me posiez la question sur la valeur synodale de ce concile de Shanghai. Les décrets du concile de Shanghai étaient fondés sur le droit canon qui a été réformé il y a eu le code de droit canonique en 1917. Le décret du concile ont été aussi fondés sur les documents pontificaux, les instructions des congrégations romaines, les décrets des synodes régionaux et les directoires des missions locales. Le premier concile national chinois promulgua un corpus de droits missionnaires intégrant des aspects juridiques et pastoraux. Un code local constitué comme une charte missionnaire avait été ainsi élaboré pour l'Église de Chine. Ce code des missions inaugura le développement d'une hiérarchie autochtone pour l'Église de Chine. Ce premier concile national chinois marqua ainsi une étape décisive vers une Église autonome en Chine, lui donnant un cadre canonique, un cadre juridique. Mais concrètement, quel changement le Concile de Shanghai va-t-il apporter à la pratique de l'Église catholique en Chine? Le concile de Shanghai permit de mettre en œuvre les réformes souhaitées par le pape Benoît XV et mises en œuvre par le pape Pie XI, les réformes souhaitées par la lettre apostolique Maximum Illud. Plusieurs changements concrets en découlèrent. Tout d'abord, la fin du protectorat français, euh, qui a pris forme au fur et à mesure après le concile de Shanghai. Juste après le concile de Shanghai, il y a eu l'ordination des premiers évêques chinois en 1926 par le pape Pie XI à Rome. Cela permit de rompre ainsi avec la tutelle des missionnaires étrangers sur les circonscriptions ecclésiastiques. Le Saint-Siège a mis à la tête des circonscriptions ecclésiastiques en Chine des évêques chinois. Désormais, l'Église en Chine était peu à peu confiée à des évêques chinois et ne dépendait plus des puissances coloniales. Après le concile de Shanghai, il y a eu la création
d'une congrégation complètement chinoise qui fut la congrégation des disciples du Seigneur en 1927 pour former un clergé authentiquement chinois. Une formation et une promotion du clergé chinois, notamment avec l'égalité entre prêtres chinois et missionnaires étrangers. Aussi, après le concile de Shanghai, on s'aperçoit qu'il y a une adaptation culturelle et un enracinement du christianisme en Chine, avec l'encouragement de l'usage du chinois dans l'enseignement religieux et notamment le développement de l'art chrétien chinois promu par Celso Costantini. On remarque une structuration de l'Église locale et une éducation catholique avec la fondation de l'Université catholique en 1925 à Pékin et la création de commissions synodales pour organiser la mission catholique en Chine. Alors, qu'adviendra-t-il, Père Landry, du protectorat français après le concile? Après le concile de Shanghai, il y aura une diminution progressive de l'influence du protectorat français avec l'installation petit à petit des évêques chinois, puisque ce sont des évêques chinois qui vont être chefs des circonscriptions ecclésiastiques, chefs des missions catholiques en Chine. Ils n'ont pas de lien direct avec le gouvernement français et le gouvernement français ne pourra pas appliquer le protectorat sur ces évêques chinois. Donc une diminution progressive de facto. La fin du protectorat français sera signée en 1946. En fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement de la République de Chine et le gouvernement français du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, tous les deux vont signer la fin du protectorat français sur les missions en Chine. En fait, ce sera le renoncement à l'extraterritorialité de la France en Chine et aux droits relatifs le 28 février 1946 qui va clore ce protectorat français sur les missions. Ainsi, en 1946, on atteint une Église totalement indépendante avec l'érection d'une hiérarchie catholique chinoise décidée par le pape Pie XII, permettant une Église chinoise complètement autonome. Le concile de Shanghai fut un tournant majeur pour l'Église de Chine. Il permit une réforme en profondeur des missions catholiques en mettant fin aux liens avec les puissances coloniales et en donnant au clergé chinois sa place centrale. Ce concile fut une étape essentielle dans le processus d'indigénisation du catholicisme en Chine et l'inculturation du christianisme en Chine. Un grand merci, Père Landry, pour votre éclairage sur le contexte et la tenue du concile de Shanghai, qui, nous l'avons vu avec vous, a eu des répercussions profondes pour l'Église catholique chinoise. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Histoire de Chine. Si vous voulez découvrir de nouveaux entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site www.histoiredechine.fr. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications, ainsi que liker les épisodes qui vous plaisent. C'est ce qui fera grandir notre podcast. Merci infiniment pour votre soutien.